Merci d'avoir répondu à l'invitation de la Fabrique de l'Industrie pour cette soirée sur le thème décarbonation et compétitivité. Notre industrie peut-elle courir deux lièvres à la fois? Alors c'est évidemment une question très complexe et pourtant elle est cruciale à la fois pour les entreprises industrielles bien évidemment, mais aussi pour les politiques, pour l'emploi, pour des questions de souveraineté également, dans un contexte international où les règles diffèrent de plus en plus d'un continent à l'autre. Et c'est vrai que le sujet a été remis sur la table récemment, à plusieurs reprises. D'abord, il y a plusieurs mois maintenant, avec le rapport Draghi. On aura l'occasion d'en reparler pendant cette soirée. Et puis avec le pacte pour une industrie propre, annoncé il y a tout juste quelques jours par Stéphane Séjourné, le commissaire européen qui est en charge de la stratégie industrielle. La Fabrique de l'Industrie a donc convié ce soir des experts et des dirigeants industriels à venir s'intéresser à ce sujet, partager leur point de vue, leur retour d'expérience. Mais avant de leur donner la parole, je vous propose quelques éléments de contexte qui nous ont présentés par David Lolo, chargé d'études à la Fabrique de l'Industrie, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour votre présence et également pour votre intérêt pour le sujet que nous vous proposons ce soir, donc à la croisée de deux défis structurels pour notre industrie, la décarbonation et le maintien de sa compétitivité. Et on va s'interroger ce soir sur une potentielle difficile imbrication, en tout cas, entre ces deux défis, et on va essayer d'en identifier quelques solutions. Mais avant, peut-être quelques propos de cadrage pour baliser la soirée. D'abord, la compétitivité, clairement, c'est une condition sine qua non au maintien de notre tissu industriel. On parle de quoi? On parle là de la capacité de nos entreprises françaises et européennes à faire face à la concurrence étrangère dans un contexte d'ouverture de nos économies, voilà, de mondialisation. Ça a clairement été un fil conducteur dans le débat public, notamment au lendemain de la crise économique de 2008, à la lumière du rapport de Louis Gallois, qui est coprésident de la Fabrique de l'Industrie, et qui, déjà en 2012, appelait à un pacte pour la compétitivité pour enrayer la dynamique de désindustrialisation. Et il faut le dire, le sujet est clairement revenu sur le devant de la scène, d'une part avec la publication du rapport de Mario Draghi, qui en fait prolonge ce diagnostic de déficit de compétitivité, cette fois à l'échelle européenne, et d'autre part avec une actualité, il faut le dire, pas très heureuse pour notre industrie ces derniers mois, faite notamment de nombreux plans sociaux chez Michelin, Valeo, ArcelorMittal, pour ne citer que. Et à ce défi structurel, c'est sédimenté, c'est institutionnalisé un autre défi qui est celui de la décarbonation. Donc là, on parle de la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour enrayer et atténuer le dérèglement climatique. Clairement, là aussi, on est sur un thème majeur à toutes les échelles de l'action publique, thème qui, du coup, nous anime également à la Fabrique de l'Industrie, puisque nous avons maintenant plusieurs études à notre actif sur le sujet. Donc nous avons notamment travaillé sur les prix des énergies, sur le prix du carbone également, sur les leviers et les freins de la décarbonation, et plus récemment encore sur la mesure de l'intensité carbone de l'industrie. Et pour information, nous mûrissons en interne un projet de hors-série qui ne manquera pas de nous animer voilà, dans les prochains mois. Peut-être pour vous redonner quelques éléments de synthèse et de contexte sur le sujet de la décarbonation, mais que vous pouvez naturellement retrouver dans nos travaux. Il faut savoir qu'après les accords de Paris, donc de 2015, l'Union européenne, elle s'est donné une ambition qui est celle de devenir le premier continent neutre en carbone en 2050. C'est le fameux donc, Green Deal européen, et dans la foulée, elle a revu ses objectifs intermédiaires d'ici 2030. Pourtant, ce volontarisme institutionnel, il a nécessairement des implications et des conséquences plus ou moins contraignantes pour les secteurs émetteurs, donc l'industrie, le transport, le bâtiment, mais en tout cas, l'industrie est clairement au premier chef. Si on se focalise sur ce secteur qui nous intéresse ce soir et qui, pour rappel, représente 20% des émissions de gaz à effet de serre, à la fois en France et en Europe, eh bien, on se rend compte que les injonctions environnementales sont effectivement plus prégnantes, avec d'une part, à l'échelle nationale, l'État qui, par le biais de la stratégie bas carbone, appelle l'industrie à doubler son rythme de décarbonation par rapport à sa trajectoire historique, ce qui passe
nécessairement par des investissements qui se chiffrent à plusieurs milliards d'euros à l'échelle de toute l'industrie. Et ensuite, à l'échelle européenne, on constate que la réglementation est en cours de durcissement, notamment dans le cadre du marché carbone, où en fait la réforme du marché carbone en 2021 va impliquer une réduction des quotas gratuits attribués aux industriels, ce qui va mécaniquement exposer les entreprises au prix du carbone, qui pour rappel est le plus élevé d'Europe parmi les marchés carbone qui existent dans le monde. Également à l'échelle européenne, la réglementation sur la décarbonation des transports par l'électrification des véhicules a des implications directes sur l'industrie automobile européenne. On aura également l'occasion d'y revenir. Donc on voit que les freins sont également plus transverses. Donc on voit que la décarbonation, elle aura un coût. L'inaction climatique aura également un coût pour nos entreprises. Pourtant, la transition écologique, elle s'envisage toujours dans le cadre d'une économie ouverte. Les rapports de Mario Draghi et même avant le rapport de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz l'ont très bien rappelé, ce qui nous permet d'atterrir sur le sujet de la compétitivité. Et en l'occurrence, je peux énoncer 3 constats à l'international avant de laisser place à la table ronde. Le premier, les entreprises, elles évoluent dans un contexte d'asymétrie des politiques climatiques. Très clairement, les ambitions environnementales, elles diffèrent fortement d'un pays à l'autre selon les volontés politiques, ce qui laisse craindre ce qu'on appelle des fuites de carbone, c'est-à-dire le fait pour nos industries françaises, européennes, de déplacer leur activité industrielle là où la réglementation environnementale est plus molle. Et pour enrayer, pour limiter cette situation qui signerait clairement un échec à la fois pour l'environnement et pour notre politique climatique, eh bien, l'Union européenne a pour projet de taxer le contenu carbone de nos importations. Elle le fera dans le cadre du mécanisme d'ajustement carbone, a priori sur un panel de produits industriels les plus émetteurs, l'acier en faisant partie. Elle a ce projet-là pour en fait rétablir le level playing field sur le plan environnemental. Mais comme on le verra, c'est d'une part qu'une seule partie de la solution et d'autre part son efficacité est déjà contestée. Deuxième constat à l'international, les prix de l'énergie qui sont plus compétitifs à l'étranger globalement. Si on regarde ce que sont par exemple les prix spot pour l'année 2025 entre la France et les États-Unis, on constate que l'écart est d'un facteur 2 pour l'électricité, c'est-à-dire que le prix de l'électricité est 2 fois plus élevé en France qu'aux États-Unis, et d'un facteur 4 pour le gaz naturel. Et cette situation, elle va là aussi laisser craindre de nouvelles fuites de carbone et des déplacements d'usines. Et c'est à se demander si le contexte actuel en est pas en quelque sorte un reflet, en tout cas partiel. En tout cas, c'est un sujet qui nous a fortement préoccupés à la Fabrique en 2023 notamment. Nous avions alerté en tout cas sur le sujet en estimant qu'un doublement de la facture énergétique, là j'entends gaz naturel et électricité, ça venait menacer en fait 116 000 emplois industriels en France, ce qui représente près de 5% des emplois industriels du pays. Et troisième constat, et je laisserai ensuite la place aux intervenants pour bien sûr étayer, les leviers publics de décarbonation peuvent être plus attrayants à l'étranger. L'UE, on l'a dit, met beaucoup l'accent sur des mécanismes de marché pour inciter à la décarbonation en mettant un prix sur la tonne de CO2. Pour donner en quelque sorte une incitation d'ordre économique aux industriels. Mais ce n'est pas l'unique levier d'action. Et d'autres États ne se privent pas de mobiliser le levier des subventions pour soutenir la décarbonation de leur tissu industriel. C'est notamment le cas des États-Unis et de la Chine, qui ces dernières années se sont lancés dans une véritable course aux subventions, couplée en quelque sorte d'une nouvelle guerre commerciale pour accueillir sur leur sol l'industrie en général et les industries dites vertes en particulier. Donc ça intègre les industries de la transition écologique, énergétique en particulier, donc l'éolien, le photovoltaïque et toutes les entreprises de la chaîne de valeur de l'automobile électrique.
Et face à cette situation, face à ce contexte international, l'Union européenne, jusqu'à maintenant, semble plutôt dans une démarche défensive. Elle a notamment assoupli la réglementation pour accueillir ces mêmes industries dans le cadre du Net Zero Industry Act. Mais là, c'est à se demander si cette réponse européenne est suffisante. Et je rajoute qu'elle laisse le soin en fait, aux États de subventionner eux-mêmes leur tissu industriel. Mais ça doit se faire dans le respect des règles budgétaires dont malheureusement nous sommes bien au fait dans notre pays. Pour le mot de synthèse, très rapidement, donc on voit d'ores et déjà, mais ce sera bien sûr étayé dans le cadre de la table ronde, pourquoi c'est difficile, ça nous paraît difficile de décarboner nos industries tout en maintenant notre compétitivité, et l'actualité le montre sans doute. Et avant de laisser place à Aurélie Planex pour le reste de la soirée, je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe de la Fabrique de l'Industrie avec qui nous avons monté ce projet, et en particulier Gabriel Meunier, Émilie Binois et sous la supervision de notre délégué général Vincent Charlet. Donc merci pour eux, merci pour votre attention, et je vous souhaite une bonne conférence. Merci David d'avoir replanté effectivement tous ces éléments de contexte. Nous allons accueillir nos invités de ce soir. Donc je vous demande d'accueillir Marie-Claire Caïto, conseillère honoraire du Conseil économique, social et environnemental. Je vous laisse vous installer dans le siège qui est tout au bout et prendre un micro. Pierre-André de Chalandard, président d'honneur de Saint-Gobain, co-président de la Fabrique de l'Industrie. Hop là, formidable. Et Aurore Laluc, qui est économiste députée européenne au sein du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen, présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires. Je vous en prie, prenez place juste là. Et nous serons rejoints dans les prochaines minutes par Luc Châtel, président de la plateforme automobile, qui représente les 3500 entreprises du secteur de l'automobile présentes en France et qui s'excuse. Il a quelques minutes de retard lié à des embouteillages, mais il arrive. Donc on va poursuivre ensemble sur les constats qui ont été dressés par David, si vous le voulez bien, avec d'abord ces constats qu'on va discuter ensemble, et puis ensuite on essaiera d'aborder un petit peu les solutions possibles. Dans un deuxième temps, je rappelle que vous aussi dans la salle, vous aurez la possibilité de poser des questions à l'issue de cette table ronde. Donc pour commencer, on va peut-être parler d'actualité, puisque ces dernières semaines, ça a été marqué par la suspension par... Ah, voilà Monsieur Châtel, donc je vous demande de l'applaudir, comme ça il va pouvoir nous rejoindre. Hop, voilà. Je vous laisse prendre place. Bonjour Monsieur Châtel, merci d'être avec nous. Donc je disais, l'actualité de ces dernières semaines a été marquée par la suspension par ArcelorMittal de son projet de décarbonation de son site de Dunkerque. C'était un projet d'investissement d'1,8 milliard d'euros pour des raisons de concurrence extra-européenne déloyale, dans l'attente de ce fameux mécanisme d'ajustement carbone aux frontières dont parlait David il y a quelques instants, et puis d'un plan d'acier européen. Alors on va revenir sur ces points, mais c'est en tout cas un des exemples concrets de tout ce que vient de détailler David. Pierre-André de Chalandard, pourquoi la décarbonation fait peser, selon vous, un risque aujourd'hui sur la compétitivité européenne? Bonsoir à tous, merci d'être là. Alors, sur cette question, je pense que David Lolo, il a extrêmement bien résumé les choses, donc je vais paraphraser ce qu'il a dit. Mais la première chose que je veux dire quand même, c'est qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que tout le monde veut décarboner et que la décarbonation de la planète est en route. Rapprochez bien le micro, Monsieur Chalandard. Oui, pardon. La décarbonation de la planète, elle a commencé. On assiste à un découplage du PIB et des émissions de CO2. Alors, beaucoup plus vite en Europe que dans les autres zones géographiques, mais partout, on a vu un changement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le problème, c'est comment on fait pour faire ça. Et que là, sur comment on fait, malheureusement, j'ai peur que l'Europe n'ait pas pris les bonnes options. Donc tout le monde le fait. Les Chinois, ils le font avec l'idée de prendre le leadership, ce qu'ils ont déjà largement fait sur l'ensemble des technologies de la transition énergétique, et donc du coup de faire croître la Chine, que la Chine soit l'atelier du monde de la transition énergétique. Et les Américains, ils le font avec l'IRA, avec l'idée de réindustrialiser leur pays. L'aspect des technologies vertes est moins important, mais c'est réindustrialiser le pays. Alors de ce point de vue-là, Trump, c'est pas une bonne nouvelle pour le climat. Sur l'IRA,
j'ai vraiment le sentiment fort qu'il ne va pas changer et donc que la politique qui a été lancée par les Américains va continuer. Donc, en gros, dans les deux cas, il y a une politique de l'offre. Et les Européens, qui sont ceux qui ont les ambitions climatiques les plus importantes, qui ont déjà fait le plus, ils ont, en gros, mis une politique en place de la demande, c'est-à-dire taxer et réglementer. Faire que les énergies carbonées soient plus chères que les autres et donc qu'on n'aille pas dans les énergies carbonées et qu'on aille dans les autres. Donc ça, en théorie, c'est pas forcément idiot, mais quand on voit ce que font les Américains et ce que font les Chinois, et dans le contexte qu'a très bien rappelé David, et que je crois la fabrique a été un des premiers à, malheureusement, enfin la plateforme automobile a dit la même chose à peu près, mais dès le début de l'année dernière, que la crise énergétique en Ukraine allait coûter une fortune à l'Europe en termes d'industrie. Et malheureusement, on le voit arriver. Ça a pris un peu de temps, mais on le voit arriver, les exemples que vous avez cités. Donc le grand risque, c'est que face à ça, eh bien, l'Europe avance très vite dans la décarbonation, mais en perdant ses industries carbonées et en n'ayant pas d'industrie décarbonante. Et donc, en gros, on va être vertueux, mais très pauvre. Et donc, il y a vraiment besoin de changer la manière d'approcher les choses en Europe. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais le constat, je pense, malheureusement, aujourd'hui, il est assez grave. Marie-Claire Cailleteau, vous partagez ce constat. Quels sont les risques en matière d'emploi, de souveraineté, par exemple? Oui, ça c'est allumé. C'est bon? Ouais. Non, peut-être avant, moi, j'aimerais savoir de quoi on parle. Parce que si on parle d'industrie, il faut quand même faire un petit peu un état des lieux de où en est l'industrie en France. On constate quand même que depuis un demi-siècle, on s'est fortement désindustrialisé. On a quand même perdu la moitié des emplois. On est passé de 25% du PIB à 11% du PIB, le poids d'industrie dans le pays. On a aussi chuté en termes de valeur ajoutée. Donc on a quand même une situation qui est extrêmement mauvaise. Et ça, c'est vraiment une particularité de la France par rapport à d'autres pays. Alors on se compare souvent à l'Allemagne, mais il n'y a pas que l'Allemagne. Par exemple, l'Italie a des résultats bien meilleurs que nous. Donc ça conduit quand même à une situation extrêmement problématique. Ça veut dire qu'on a un déficit structurel de notre balance commerciale, puisqu'on est obligé d'importer plus ce dont on en a besoin que ce qu'on produit. On a une augmentation très forte de notre empreinte carbone, parce qu'on parle souvent des émissions de gaz à effet de serre, mais je pense que c'est quand même plus raisonnable de parler de l'empreinte carbone. Et puis, on a sacrifié des milliers d'emplois. Donc, on a une situation économique en France qui est extrêmement mauvaise. Et donc, cette question industrielle, elle a conduit... Bon, alors, le constat, il commence à être partagé depuis quelques années. Ça a été dit un petit peu en introduction, mais je pense qu'il y a eu aussi deux événements déclencheurs sur cette constatation. C'est d'une part la crise dite des Gilets jaunes, qui, de mon point de vue, a pris ses racines dans la désindustrialisation de la France, parce que quand dans les territoires, les industries s'en vont, que les services publics s'en vont, et qu'on augmente un peu le prix du diesel, et que quelqu'un doit mettre de l'essence ou de diesel pour aller chercher un emploi, c'est compliqué. Et puis surtout la crise du Covid. On s'est rendu compte à ce moment-là, j'allais dire le roi était nu, on était incapable de fabriquer des masques, des tests et des vaccins au pays de Pasteur. Donc là, on s'est rendu compte de notre dépendance dans les chaînes de valeur internationales et du fait qu'on était un pays très dépendant, que notre industrie était en train de partir à volo. Et quand même, le constat, si on regarde aujourd'hui, y compris dans les derniers papiers qu'on peut sortir de l'INSEE ou de Trendéo, c'est qu'en France, on continue énormément à délocaliser, et en particulier les grands groupes français sont ceux qui se sont le plus extravertis, puisqu'à peu près 63% des salariés des grands groupes français sont à l'étranger, contre seulement 38 pour l'Allemagne et 25, je crois, pour l'Italie, et que nos grands groupes continuent à investir beaucoup plus, par exemple, aux États-Unis qu'en France. Donc de l'argent, il y en a, mais ils le mettent plus dans des projets. 8% des projets aux États-Unis sont financés par la France. C'est quand même énorme. Donc ça veut dire que l'argent que ces grands groupes ils préfèrent aller l'investir dans d'autres pays qu'en France. Je dis ça parce que si on parle de décarboner notre industrie, il faut aussi qu'on ait encore une industrie. Parce que ce qu'on constate quand même aujourd'hui, avec d'ailleurs notre tissu industriel français qui est très dépendant des grands groupes,
quand on parle des entreprises, je veux dire, une TPE, PME n'a pas grand-chose à voir avec un grand groupe du CAC 40. Donc, quand nos grands groupes s'en vont, largue les amarres, comme on dit, ça va être très compliqué, y compris de se poser la question de la décarbonation si on n'a plus grand-chose à décarboner. Alors, je pousse un petit peu le trait. Hein. Mais donc, pour moi, la première question, c'est est-ce qu'on a besoin d'une industrie et de quelle industrie on a besoin? Parce qu'il faut aussi se poser la question de quelle industrie. Parce que si on pense qu'on est devant une révolution industrielle, moi ce que je pense, ça veut dire qu'il va falloir produire et consommer autrement, en particulier pour répondre aux enjeux climatiques qui sont devant nous et qui sont incontournables. Ça veut dire qu'on va avoir besoin, par exemple, de faire une économie beaucoup plus circulaire, de produire au plus près, de faire beaucoup de recherche. Pourquoi je dis ça? Parce que la France est à la traîne sur la recherche, 2,2% du PIB au lieu des 3% de l'objectif de Lisbonne. Va falloir avoir beaucoup plus de formation. Là aussi, on est à la traîne. On a perdu 1 point de PIB en 20 ans. Donc, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on veut encore une industrie et quelle industrie on veut? Et moi, je pense que si on veut vraiment réindustrialiser le pays avant de vouloir décarboner notre industrie, déjà stopper l'hémorragie des emplois et arrêter la fuite, il faut qu'on se pose ces questions-là et qu'on puisse avoir cette vision-là. Alors après, bien évidemment, la question de la décarbonation, elle se pose et elle n'est pas simple. Non, on va y revenir. Elle n'est pas simple. Et juste deux mots. Il faudra qu'on revienne quand même sur la question de l'énergie. On va y parce revenir, que c'est quand même un très gros point. Et il y a quand même une histoire française pour comprendre pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on en est arrivé à avoir un prix de l'électricité qui n'est pas compétitif et qu'on importe du gaz de schiste dont l'exploitation est interdite en France. Il faudra quand même qu'on arrive à en parler. Et puis évidemment, pourquoi et comment on peut, quel mécanisme on peut mettre justement pour qu'il n'y ait pas les fuites carbone dont on parlait en introduction, sachant quand même qu'il faut savoir que les délocalisations se font énormément sur le socle européen. Oui. Elles ne se font pas uniquement en Chine et aux États-Unis. Donc déjà, au niveau européen, si on avait des normes sociales et environnementales qui étaient les mêmes, on aurait beaucoup moins de problèmes de fuite carbone que ce qu'on pense. Alors, on parlait de quelle industrie on veut sur le sol français. En tout cas, on a une industrie automobile sur le sol français avec des grands constructeurs. Et l'industrie automobile, c'est sans doute le plus parfait exemple de ce qui se joue sur le sujet de la décarbonation et de la compétitivité. Luc Châtel, tout à l'heure, David parlait des objectifs européens. Est-ce que l'objectif de 2035 pour l'arrêt des véhicules thermiques, c'était pas trop ambitieux finalement ? Je dirais que d'abord l'industrie automobile, elle avait engagé ce rôle d'apporteur de solutions face au changement climatique depuis longtemps, puisque, pour faire simple, les voitures que vous trouvez aujourd'hui chez vos concessionnaires, elles émettent, on va dire, 2 fois moins de CO2 qu'il y a 20 ans. Elles émettent 3 fois moins d'oxyde d'azote qu'il y a 5 ans. Et elles émettent 10 fois moins de particules qu'il y a 3 ans. Voilà. Donc ça, c'est le résultat d'investissements massifs dans la R&D des constructeurs français et européens en particulier. Et la vérité est que nous avons aujourd'hui, premièrement, nous maîtrisons l'ensemble de la chaîne de valeur du thermique. Au moment où on parle beaucoup de souveraineté industrielle, il se trouve que l'Europe a inventé l'automobile et qu'elle maîtrise parfaitement, Louis Gallois sait ça par cœur, toute la chaîne de valeur de l'industrie automobile. Nous produisons en France les meilleurs moteurs thermiques de petite cylindrée au monde. Et nous maîtrisons toute la chaîne de valeur. Et pour accélérer cette réponse au changement climatique et donc aller vers la décarbonation, nous prenons le sujet non pas par la solution technologique, mais par la réglementation, comme l'a dit Pierre-André tout à l'heure. Et donc, de manière unilatérale, les autorités européennes décident d'une réglementation qui fait qu'en gros, il n'y a qu'une seule solution technologique qui rend possible d'appliquer cette réglementation. Alors que partout en Europe, toutes les entreprises de l'automobile disaient « mais nous avons à notre agenda la décarbonation, simplement laissez-nous le choix de la technologie pour y arriver. » Évidemment, chacun son boulot. J'ai été parlementaire, les parlementaires légifèrent, l'Europe réglemente, mais les industriels, eux, ils trouvent les solutions technologiques. L'erreur a été de mettre la charrue avant les bœufs, et donc de réglementer.
Et c'est seulement 2 ans après, alors qu'on s'aperçoit des ravages de cette décision, puisque je vous disais, nous maîtrisons notre chaîne de valeur, mais nous choisissons une technologie sur laquelle nous avons en gros 15 ans de retard sur les Chinois, et que les Chinois maîtrisent, eux, de A à Z. Donc c'est un abandon de souveraineté. Alors, comme c'est une industrie extrêmement agile, et elle est en train de le démontrer, regardez ce qui est en train de se passer. Je veux dire, il n'y avait pas... les grands constructeurs français, Stellantis ou Renault, n'avaient pas des catalogues de voitures électriques très développés il y a juste seulement 5 ans. Aujourd'hui, toutes leurs gammes sont électrifiées. Il y a des efforts absolument énormes qui ont été réalisés. Donc elle est agile, donc elle a engagé ce virage. On a juste oublié qu'à la fin, il y avait un client. Voilà. Et les autorités européennes ne sont pas préoccupées de la capacité de transformer ce modèle en ayant à la fin toujours un client et en faisant en sorte qu'on maîtrise cet ensemble de chaînes de valeur. C'est ça la difficulté, c'est finalement d'avoir mis la charrue avant les bœufs. Luc Châtel dit qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Aurore Laluc, est-ce que le Green Deal, par exemple, a été déployé trop vite? Vous avez un micro juste là, si vous voulez, comme ça. C'est moi qui défends l'Europe, en fait, c'est voilà, ça. Je crois que c'est votre rôle ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Cette discussion, en fait, à la fois, elle me fait du bien et elle me déprime. Elle me fait du bien parce qu'en fait, c'est ce que j'ai passé mon temps à dire. C'est mon 2e mandat. Cette fois-ci, je suis présidente d'une commission. La dernière fois, je n'y étais pas. C'est ce que j'ai passé mon temps à dire et à défendre. Et donc, elle me fait du bien parce que je me dis, bien, tiens, pour une fois, on dit à peu près la même chose. Et ça me semble frapper du coin du bon sens. Mais en même temps, je trouve ça très déprimant parce que ça veut dire qu'on est... Enfin, ça va pas, quoi. Je le dis clairement. Après, la situation dans laquelle on est, c'est la suivante. L'Europe est une puissance normative. Et les États membres ont décidé de la construire comme une puissance normative. Et devinez ce que fait une puissance normative? Elle réglemente? Elle fait de la norme. Voilà. Donc, je veux dire, l'Europe, à chaque fois, on dit, ah bah, l'Europe, c'est le problème, etc. Sauf que nous, quand on essaye de trouver, par exemple, un budget pour pouvoir financer un certain nombre de politiques, qui est-ce qui bloque? Ce sont les États membres. Quand on essaye de faire des réglementations simples, parce que quand la Commission européenne pose des réglementations ou des directives sur la table, la plupart du temps, elles sont simples. Après, vous passez par la moulinette du Parlement européen, vous passez par la moulinette du Conseil, etc. Des compromis et quelque chose qui était relativement simple. Je vous jure qu'à la fin des fins, puisque chacun veut son mot-clé, etc., vous tombez sur quelque chose d'éminemment complexe et qui, à la fin des fins, est très difficile à mettre en œuvre. Voilà. Le problème que nous avons au niveau européen, et je pense qu'il a été relativement bien identifié, c'est quoi? C'est qu'on se retrouve dans une situation où la Chine a théorisé le fait de mettre en difficulté ou sous sa coupe, disons-le clairement, l'économie européenne pour pouvoir d'ici 2050 pour pouvoir la dominer d'un point de vue politique. Et c'est parfaitement vrai ce qui a été dit. Elle a une domination des chaînes des valeurs dans les green tech. Et puis de l'autre côté, on a les Américains qui ont été parfaitement pragmatiques, comme à chaque fois, avec l'Inflation Reduction Act. Et quand ils veulent faire quelque chose, eh ben, ils mettent l'idéologie dans la finalité et pas dans les moyens. Et je me rappelle qu'au moment où l'IRA est sorti, moi, la réaction côté européen, je l'avais trouvé lunaire. Le côté, on va aller à l'OMC, oui, super, vous pensez vraiment que les Américains ont quelque chose à faire. Puis alors, le temps que ce soit traité à l'OMC. Et après, le côté, on va aller chouiner pour aller négocier avec les Américains. Mais arrêtez. En fait, faisons la même chose. Faisons la même chose, tout simplement. Et le problème, c'est qu'au niveau européen, on met l'idéologie non pas dans les finalités, mais dans les moyens. Donc, les subventions, c'est mal. Un certain nombre d'outils, c'est mal, etc. etc. Par contre, il y a certains outils qui sont parfaitement bien, comme la réglementation, etc. Et donc, oui, ça donne des choses totalement, par moments, inefficientes. Et au lieu de se dire, juste un exemple, la question de la politique industrielle, pendant longtemps, c'était un gros mot. On a réussi à parler à nouveau de politique industrielle avec, malheureusement, l'invasion de l'Ukraine et la crise du Covid. Mais en premier, je vous assure que moi, quand je disais le mot politique industrielle, si je disais le mot syphilis, c'était à peu près du même acabit. Hein. C'est-à-dire que tout le monde se pinçait le nez, c'était sale, c'était dégoûtant. Face à Vestager, c'est pas simple de parler de politique industrielle, par exemple. Hein. Donc, on peut enfin commencer à en parler. Maintenant, est-ce qu'on est en capacité d'en faire? C'est autre chose.
C'est-à-dire qu'il y a toujours quand même ce côté, ah oui, mais si on fait de la politique industrielle, il ne faut surtout pas en faire, parce que sinon, vous comprenez, le marché unique, les distorsions sur le marché, etc., etc. Donc en fait, le problème, il est là. C'est-à-dire qu'il va nous falloir à un moment mettre l'idéologie dans les finalités et pas dans les moyens, et se dire, est-ce que... Parce que le sujet aujourd'hui, c'est la géopolitique aussi. Il nous faut une autonomie stratégique d'un point de vue énergétique, d'un point de vue tout. Est-ce qu'à un moment, on est en capacité de se dire, bah voilà, nous, on veut développer telle filière, et donc, en fait, on fait de la politique industrielle, c'est-à-dire qu'on met tout en œuvre derrière, de manière cohérente, la recherche, le développement, la fiscalité, l'investissement, les aides, etc., pour pouvoir développer cette filière, en fait. C'est comme ça qu'on devrait réfléchir. Et malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas comme ça qu'on réfléchit. Et je vais même vous dire, quand on parle de pas de déréglementation, mais de, tiens, on va essayer de simplifier, etc. La façon dont on pense la simplification au niveau européen, mais la façon dont on la pense, c'est aussi totalement bureaucratique. C'est-à-dire qu'en gros, on se met un objectif du type, ah bah, ça va être 25% en moins. Mais bon sang de bonsoir, il y a des endroits où il ne faut pas toucher en fait à la réglementation, et il y a des endroits où elle est totalement inefficace, il faut la revoir totalement. Il y a des endroits où il faut je sais pas, la défaire de 75%, j'en sais rien. Mais vous voyez, typiquement, la façon dont même on va penser le fait de revoir un certain nombre de réglementations est en fait, à la fin des fins, totalement bureaucratique. Et c'est ça qui nous manque. Il nous faut vraiment être en fait politique dans un monde où les blocs se sont totalement reformés. Et le rapport Draghi le dit parfaitement. On est en phase de déclin. Après, on a énormément de compétences aussi. Enfin, faut aussi voir tous les avantages qu'on a. On a un continent qui reste quand même très très fort, qui a plein d'avantages. Faut qu'on capitalise dessus. Mais si on veut être en capacité de faire la révolution industrielle verte, on est le continent de la révolution industrielle. Moi, je n'arrive pas à supporter l'idée qu'on loupe le coche. Il va falloir à un moment qu'on fasse un truc qui s'appelle de la politique industrielle au niveau européen. Mais ça veut dire aussi, et je finis juste là-dessus, que la droite et la gauche vont devoir se mettre d'accord. Je parle en tant que présidente, donc de neutre. Il y a un moment où la droite va falloir qu'elle accepte l'idée de financer, et que donc il va falloir trouver les moyens d'investir. Et la gauche, il va falloir qu'elle accepte aussi que des fois, il y a certaines réglementations qui n'allaient pas forcément. Il va falloir que chacun fasse un pas pour pouvoir être un maximum cohérent et défendre en fait les Européens et l'Union européenne. Luc Châtel, Aurore Laluc dit on commence à parler de politique industrielle au niveau européen. C'est ce qui a manqué quand on a fixé ces fameux objectifs de 2035. Il aurait fallu commencer par construire les filières avant de réglementer. D'abord, je souriais en vous écoutant parce qu'il me revenait une anecdote. J'ai été ministre de l'Industrie en 2008-2009, au moment où on a eu la grande crise automobile. Bon. Et vous avez quand même juste les usines qui étaient arrêtées. Il ne se passait plus rien. Mais ça, c'était à cause de la crise financière qui avait asséché le crédit à la consommation et autres. Bref, les usines automobiles sont arrêtées du jour au lendemain. Et donc, on voyait... moi, j'ai vu quand même le patron de Renault issu de PSA à l'époque, dans mon bureau, m'expliquer qu'il finirait peut-être pas le mois. Bon, donc ça vous marque. Et donc, il se trouve que la France présidait l'Union européenne. Et donc, j'avais l'immense tâche d'animer, de présider le Conseil compétitivité. Et donc je dis à la Commission, mais attendez, il faut réunir absolument d'urgence un Conseil compétitivité sur le sujet de la crise automobile. Mais j'ai dû me rouler par terre, parce que la Commission considérait que c'était un sujet concurrentiel. Et donc on n'avait pas à articuler, à coordonner les politiques en la matière. Donc on avait notre industrie qui était en train de mourir, et on s'affichait derrière des principes. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez entièrement raison. Et je me dis, tu as entièrement raison, Pierre. Le sujet, c'est qu'on risque de mourir guéri avec tout ça. C'est-à-dire que ce qu'on fait en ce moment est formidable. Mais moi, je vous dis, l'industrie automobile française et européenne, elle est mortelle. On a déjà perdu en Europe de grandes industries. On peut perdre l'industrie automobile. Parce que quand vous avez... J'évoquais la Chine tout à l'heure. Ils sont quand même devenus, en moins de 10 ans, le premier producteur mondial d'automobiles. 30 millions de véhicules. 30 millions sur 90. Ils sont devenus le premier marché mondial, avec 21 millions de véhicules. Ils sont devenus le premier pays exportateur. Et ils maîtrisent toute la chaîne de valeur de l'automobile de demain. Ils ne peuvent pas vendre d'automobiles aux États-Unis. Où est-ce que vous croyez qu'ils vont aller ? Donc on a un énorme sujet. Et là,
la présidente de la Commission, timidement, dans son intronisation l'autre jour, vient de dire on va lancer un dialogue stratégique avec la filière automobile. C'est quand même un peu tard. Et le sujet, je réponds un peu longuement à votre question, effectivement, ce qui nous manque, c'est une vraie stratégie industrielle, où nous pensons qu'il faut une vraie politique d'investissement dans l'innovation en Europe, dans notre industrie, mais dans d'autres. Il nous faut aujourd'hui, vous avez des restructurations considérables, elles doivent être traitées à l'échelle de l'Europe. Nos entreprises, elles sont européennes. Tout à l'heure, je vous entendais, madame, mais vous savez, Valeo, 10% de son chiffre d'affaires seulement est en France. On parle beaucoup des profits de Total, mais 10%, 90% des profits de Total sont réalisés à l'international. Donc aujourd'hui, le monde, il est mondialisé, l'industrie, elle est mondialisée, et donc il faut qu'elle soit traitée au niveau européen. Donc on est une vraie stratégie d'innovation, vraie stratégie d'accompagnement des salariés, de formation. Le sujet des aides à la demande, par exemple, indispensable pour le passage à l'électrique, le temps que la courbe d'apprentissage fasse son œuvre et que le prix de l'électrique rattrape celui du thermique. Eh bien, c'est pas possible que d'abord la réglementation change 2 fois par an en France, premièrement, 15 fois en 5 ans, on a changé, bon, mais qu'on n'ait pas les mêmes réglementations en Europe, d'un pays à l'autre. Enfin, dernier exemple, les sujets intracommunautaires. Aujourd'hui, vous avez des investissements massifs. Les Chinois vont venir investir en Europe. Ils vont avoir un tapis rouge en Europe centrale, avec des subventions à 40 ou 50%. Là où nous, en France, nous pouvons accorder qu'environ 10%. Est-ce que vous pensez que ce différentiel intracommunautaire est justifié aujourd'hui, presque 30 ans après l'ouverture de l'Europe aux pays d'Europe centrale? C'est pas possible, on n'y arrivera pas. Et on va un peu plus déshabiller les pays qui sont historiquement ceux de l'automobile, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest. Pierre-André de Chalendar, quand on parle de décarbonation, très vite arrive le sujet de l'électricité. Évidemment, la décarbonation des processus industriels, c'est un coût énorme pour les industries, à la fois en termes d'investissement, mais aussi de coûts d'exploitation. Dans un contexte de ralentissement économique, où est-ce qu'on va aller chercher ce financement ? La décarbonation, c'est surtout de l'électrification. Et on peut faire aussi un peu de biogaz, de biomasse, de gaz, de chaleur renouvelable ou à terme de la capture. Mais enfin, pour l'essentiel, ce sera l'électrification. Et de ce point de vue-là, c'est peut-être une des seules bonnes nouvelles. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur ce point, visiblement. Mais une seule bonne nouvelle, c'est qu'à l'intérieur de l'Europe, on est plutôt mieux en France que les autres, puisqu'on a de l'électricité qui est déjà décarbonée et qui est assez abondante. Enfin, ça change souvent. Il y a 2 ans, on pensait qu'on n'en avait pas assez. Maintenant, on en a beaucoup. Bon. Mais en tout cas, on en a. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Le dernier sujet, c'est qu'il faut qu'elle soit pas chère. Parce qu'il faut, et là, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple de mon ancienne entreprise, Saint-Gobain. On sait maintenant, dans la majorité des procédés, décarboner. On a appris. Nous, on vient de faire 2 usines de plaques de plâtre qui étaient au gaz. On les a passées à l'électricité. Ces usines, elles sont où ? Il y en a une qui est en Norvège et l'autre, elle est au Québec. Parce qu'il y a de l'électricité décarbonée et pas chère. En France, quand on essaye de faire le calcul, aujourd'hui, ça passe pas bien. Parce que vous prenez le prix du gaz, vous rajoutez le prix du CO2, ça fait, si je convertis ça, en gros 30 € du mégawattheure plus 20, ou le mégawattheure, ou peu importe, et l'électricité, donc il faut qu'elle soit, aujourd'hui, si on est en spot, à 50. Bon, on voit bien que ce n'est pas ce que propose EDF aujourd'hui. Donc c'est un peu pour ça que ça traîne. Donc le sujet du financement, aujourd'hui, tout le monde s'occupe des investissements en disant qu'il y a un énorme problème d'investissement. Bon, les investissements, moi je pense que les entreprises, elles sont prêtes à avoir des payback un peu plus faibles, mais s'il y a des économies d'énergie ou s'il y a de l'énergie moins chère après, elles vont faire les investissements. Et les investisseurs, d'ailleurs, ils acceptent que les entreprises se décarbonent avec des investissements qui sont moins rentables. Et puis, il va y avoir des subventions, c'est ce dont on en a parlé. Et ça, il va y en avoir dans tous les pays pour l'investissement. Mais le problème, c'est que les entreprises, elles ne vont pas faire des investissements où le payback est négatif, c'est-à-dire où le coût d'exploitation après, il sera plus élevé que le coût d'exploitation avant. Et donc, de ce point de vue-là, on n'y est pas encore. Je pense, ceci étant, que c'est en France qu'on aura à l'intérieur de l'Europe la meilleure situation. Et si vous me permettez de revenir un tout petit peu sur ce que vous avez dit en introduction, je pense qu'il y a eu 2 vagues. On avait un problème français à l'intérieur de l'Europe de désindustrialisation. Celui-là,
je trouve que depuis quelques années, on était en train de le corriger. Et tout allait dans le bon sens. Et puis, patatras, il est arrivé l'histoire du prix de l'énergie et de l'Ukraine, qui a été absolument majeure. Et donc, aujourd'hui, on a un problème européen qu'on a en France, mais je peux vous dire que nos pays voisins, ils l'ont encore plus que nous aujourd'hui. L'Allemagne est une situation de ce point de vue-là bien pire que la situation française. Donc, on a une chance. Ce qu'il faut, c'est que, et ça c'est un sujet d'actualité, j'allais dire, pour les industriels, c'est que je pense qu'il faut que le fait qu'on ait une électricité décarbonée, abondante, et qui globalement est moins chère que dans les autres pays d'Europe, même si elle est plus chère qu'aux États-Unis, il faudrait qu'on en fasse, ce qu'on aurait dû faire à mon avis un peu plus déjà depuis 40 ans, mais qu'on en fasse bénéficier un peu plus les industriels. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, on est à peu près pour les industriels au même prix que dans les autres pays d'Europe. Les ménages, ils payent 2 fois plus cher en Allemagne qu'en France. Donc en gros, ça veut dire que le différentiel, l'avantage qu'on a, c'est les ménages qui en profitent et ce n'est pas l'industrie. Voilà, donc je pense que c'est ça qu'il faut changer. Justement, vous faisiez allusion aux négociations avec EDF. Est-ce que ça va aboutir, ces négociations, sur des contrats long terme? Est-ce qu'en début d'année prochaine, désormais, Moi, personnellement, j'ai toujours pensé sur ce sujet-là, mais je ne suis pas forcément représentatif de tous les industriels. J'ai toujours pensé que la situation d'EDF objective était difficilement compatible avec l'idée d'une politique commerciale. Donc moi, je suis favorable à des tarifs qui soient des tarifs, d'ailleurs, je dis plus que des prix. Hein, et donc, je pense qu'il faut qu'on trouve une solution pour prolonger d'une manière ou d'une autre pour les gros industriels électro-intensifs, peut-être à un prix différent de ce qu'il était, mais le système de l'ARENH. Donc moi, je ne suis pas optimiste sur la capacité d'EDF de conclure des accords avec les industriels. Le rapport de force n'est pas équilibré. Il faut que l'État intervienne. Alors, il peut pousser EDF à faire des contrats, mais ce ne sera pas EDF qui va le faire tout seul. Ça, moi, je suis convaincu que d'ailleurs, il ne s'est rien passé depuis 1 an. Madame Kaito, je crois que vous vouliez réagir. Et sur l'énergie, enfin en particulier sur l'électricité. Donc c'est vrai que ça va être... déjà l'énergie, c'est un facteur essentiel de réindustrialisation globalement. Et si on veut décarboner, c'est vrai qu'on va utiliser de l'électricité, en particulier de l'électricité qui n'émet pas de CO2, donc c'est renouvelable nucléaire. Hein. Moi je pense qu'il faut regarder parce qu'effectivement, il n'y a pas aujourd'hui malheureusement de véritable politique industrielle en Europe. Mais il y a quand même des politiques qui ont détruit nos atouts. Alors je dis un petit peu en raccourci, mais quand même, la France avait un système énergétique, électrique en particulier, qui fonctionnait plutôt pas mal. Et je pense que toutes les directives successives prises à Bruxelles et qui ont été transposées en droit français ont été faites justement pour enlever cet avantage compétitif qu'on avait entre autres pour l'industrie. Parce que ça a conduit quand même, on avait un système de ce qu'on appelait les entreprises intégrées, production, transport, distribution, commercialisation, qui était un optimum technico-économique. Et on arrivait à fournir une électricité stable, de bonne qualité et à bas coût, avec un mix fortement nucléaire. Donc après, il y a effectivement aussi eu des débats autour de cette forme de production d'énergie, qui est d'ailleurs très problématique. Et quand on voit les débats qu'il y a eu à Bruxelles au niveau de la taxonomie, on peut se poser beaucoup de questions, y compris du rôle de certains députés français à l'Europe, hein, qui se sont battus contre le fait que le nucléaire soit dans la taxonomie européenne. Et donc... c'est un gros problème, je pense, si vous voulez. Je pense que là, la France avait un avantage compétitif avec une énergie nucléaire à bas coût et que tout a été fait pour détruire cet avantage compétitif. C'est-à-dire qu'on a quand même chargé beaucoup EDF. Alors, il faut quand même revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Hein. Pendant des années, l'État faisait remonter tous les dividendes d'EDF. Il y a eu des rapports parlementaires qui ont montré ça. On a été obligé de couper l'entreprise en morceaux, de séparer la production, le transport, la distribution. Ça a coûté des millions d'euros pour rien. Il fallait changer les logos. Enfin, je le sais parce que moi, j'ai travaillé. Hein. J'étais chercheur à EDF. C'était quelque chose quand même d'épouvantable. On a complètement désoptimisé un système qui fonctionnait très bien. Et maintenant, on dit il faut que EDF fournisse une électricité à bas coût. Oui, il faut qu'EDF fournisse une électricité à bas coût, mais pour ça, je pense qu'il faut qu'on ait un État qui prenne ses responsabilités et qui, nous, ce qu'on propose, moi, puisque je suis syndicaliste, hein, ce qu'on propose, c'est de construire un pôle public de l'énergie
pour que justement on puisse avoir toutes ces formes de production d'énergie qui soient mises au service du public et qui puissent permettre aussi bien aux citoyens qu'aux entreprises de fournir une électricité décarbonée à bas coût. C'est vraiment essentiel. Alors, je propose de quitter le sujet de l'énergie pour parler un petit peu de nos concurrents à l'international. Mais vous pouvez répondre rapidement, Madame Laluc, si vous le souhaitez. Sur la taxonomie, je pense qu'il y a eu beaucoup de fantasmes sur la taxonomie. La taxonomie, c'est quoi ? C'est aucune obligation, hein, la taxonomie, ça n'oblige à rien. La taxonomie, c'est, faut vous imaginer, vous allez dans votre supermarché, vous allez au rayon riz, vous avez le riz standard, vous avez le riz bio, vous avez le riz bio équitable, vous avez le riz équitable. Rien ne vous oblige à acheter le bio, rien ne vous oblige à acheter le bio équitable, rien ne vous oblige à acheter le standard, c'est le consommateur qui choisit. La taxonomie, c'est ça. C'est l'idée de dire, bah voilà, quel est le type. Attendez. Alors, Louis Gallo. Non, mais laissez-moi finir. On n'est pas d'accord. Laissez-moi finir. Ensuite, sur la question du nucléaire. Sur la question du nucléaire. À la base, la taxonomie est faite pour ça quand c'est pensé. J'ai travaillé avec la Commission européenne sur le sujet. Et c'était une machine assez complexe à mettre en œuvre. La taxonomie, elle est pensée comme ça initialement. Ensuite, on a baqué un certain nombre de politiques sur la taxonomie, ce qui est quelque chose de différent. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, le problème au niveau européen, c'est que qu'est-ce qui se passe quand vous parlez du nucléaire ? On est avant l'invasion de l'Ukraine. Juste pour vous remettre en... Qu'est-ce qui se passe dès que la France dit nucléaire ? Vous avez un pays qui s'appelle l'Allemagne et qui dit gaz. Immédiatement. Donc, si vous voulez, le fait de ne pas mettre le nucléaire permettait à l'époque de ne pas mettre le gaz. C'était stratégiquement... C'est peut-être... Si je pense que ne pas mettre le gaz était relativement utile. Mais c'était ça, en fait, ce qui s'est passé, le deal, c'était ça, le deal. Et à partir du moment où quelqu'un arrive et dit nucléaire, quelqu'un vous dit gaz immédiatement. Et inversement, d'ailleurs. Donc, c'était pour ça qu'un certain nombre de députés, moi, je pense à l'intérêt européen quand je travaille. On se retrouve dans une situation où pour ne pas avoir le gaz, on dit pas le nucléaire. C'est aussi simple que ça. Et dès que vous dites nucléaire au niveau européen, vous avez en face des pays qui vous disent gaz. Il y a l'Allemagne et il y a l'Italie. C'est juste ça. Voilà. Donc ça, c'est pour revenir sur la question de la taxonomie, parce que dire que certains députés français ont joué un rôle problématique, j'apprécie guère. Je pense que justement, on a essayé de trouver des solutions pour faire en sorte qu'on ne se tape pas le gaz allemand. Je fais partie des députés qui, depuis 2019, ont toujours dit que la question du gaz nous mettait dans une situation environnementale, géopolitique, entre les mains de la Russie, et in fine économique problématique. Et je vous assure qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de soutien. Voilà. Donc là-dessus, il faut se dire aussi que les gens qui ont été contre le nucléaire sur la taxonomie, c'était des gens aussi qui bataillaient contre le gaz, parce qu'ils savaient très bien dans quelle situation ça mettait l'Union européenne, et je pense qu'on l'a vu. Et je pense que malheureusement, on est encore en train de le subir. Voilà, donc ça, c'était juste pour la partie taxonomie. Je tenais à revenir là-dessus. Je pense que M. Gallois veut réagir, et comme c'est le coprésident de la Fabrique, je vais lui passer le micro. Je suis un peu surpris par votre discours sur la taxonomie. Je vous rappelle que la taxonomie, après les batailles qui ont été menées, qui ont été extrêmement rudes, il a été décidé que le nucléaire était une énergie de transition, comme le gaz, et qu'on ne pourrait pas financer le nucléaire au-delà de 2045. Mon point était de dire que c'est après que ça arrive. C'est-à-dire que quand nous, on a travaillé sur la taxonomie... Ça s'est fait en même temps. Non. Vous imaginez que la taxonomie... Si je peux me permettre, la taxonomie... Mais on ne dit pas des choses différentes. Hein. Je suis juste en train de vous expliquer la genèse à la base de la taxonomie. Elle n'était pas faite pour faire ça. Et on a travaillé des années sur ce sujet-là. Et à la fin des fins, je suis d'accord avec vous, il y a eu cette espèce de shift qui s'est fait en à peine un an finalement, où tout d'un coup tout a explosé et les choses ont été utilisées de manière différente. Mais je tenais juste à rappeler le fait que la question de la taxonomie verte, ça a été un travail de très nombreuses années qui n'était pas initialement fait pour ce qu'il a été fait.
Et ça, il oui, faut mais quand même le madame, rappeler. enfin, les industriels l'ont dit depuis le début. Si on a une taxonomie, c'est quand même pour orienter les investissements. C'était clair depuis le début. Donc là, vous avez fait que vous avez pénalisé les investissements dans le nucléaire. C'est ça que dit Louis Gallois. Alors, puisque vous parlez des réglementations, Monsieur Tchalandar, justement, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, par exemple, ça, c'est plutôt une bonne chose, plutôt pas? Alors moi, j'ai changé d'avis là-dessus grâce à une étude de la Fabrique. Ah. Parce qu'on avait d'ailleurs... mon coprésident était plus inquiet que moi. Et moi, je trouvais que sur le papier, c'était une bonne idée. Parce que c'est taxer le carbone aux frontières, c'est une bonne idée. Ça permet de rétablir ce sujet de compétitivité. De dire, oui, nous, on a des ambitions plus importantes que les autres, mais donc, du coup, quelque part, on s'isole et on ne veut pas que ça pénalise. Donc, c'est une bonne idée. Le problème, c'est qu'on a voulu concevoir un outil qui soit compatible avec les règles de l'OMC. À un moment d'ailleurs où, à part les Européens, tout le monde se fout de l'OMC. Mais nous, on a voulu être compatible avec l'OMC. Et donc, on a conçu ce mécanisme. Et malheureusement, on a vu très très vite, l'étude de la Fabrique l'a montré il y a 2 ans, que ce mécanisme, il n'allait pas marcher parce qu'il ne traitait pas des secteurs aval. Donc ça veut dire en gros que si l'acier, ça marche pour l'acier, ça ne va pas marcher pour les voitures. On va avoir intérêt à fabriquer les voitures là où l'acier est moins cher. Donc on ne traite pas les secteurs aval, on ne traite pas le secteur de l'exportation. Et puis également, c'est pas très facile d'aller contrôler ce que disent les gens qui font des importations. Quand vous avez, je prends par exemple la Chine au hasard, qui a un certain nombre de productions avec de l'électricité verte, je pense que la majorité de ce qu'ils exportent, ils vont dire que ça vient de cette électricité verte. Ça ne va pas être très facile de dire que ce n'est pas le cas. Donc, en gros, ce mécanisme, il ne va pas marcher. Et malheureusement, on le voit, puisqu'un des premiers secteurs il y avait 4 ou 5 secteurs qui étaient concernés, l'acier. En gros, qu'est-ce qui se passe dans l'acier ? Il se passe la même chose que ce que je vous décris dans Saint-Gobain, avec une différence, c'est que dans Saint-Gobain, on ne va pas enlever les usines françaises, on va attendre avant de les décarboner, mais elles restent compétitives parce qu'en fait, on a des produits qui ne voyagent pas. Donc ça, c'est le gros avantage. Et d'ailleurs, si on construit aux États-Unis, c'est parce que la demande est plus forte. C'est pas parce qu'on va bouger les usines pour fabriquer aux États-Unis pour vendre en France. L'acier, c'est plus compliqué parce que les produits voyagent. Et on voit tout ce que vous voyez dans la sidérurgie française et allemande en ce moment. C'est normalement le MACF devrait avoir fait que ce n'est pas un problème. On voit bien que ça marche pas. Donc en gros, moi je pense que la seule solution pour l'instant, c'est que tant qu'on n'a pas fait la preuve que le MACF marche, et moi je pense qu'on n'y arrivera pas, parce qu'on dit qu'il faut le compléter, mais je pense qu'il y a des failles graves, je pense qu'il faut garder les quotas gratuits en attendant. Et j'espère que ce qu'on va voir dans le Clean Deal, je ne sais pas si ça, mais en tout cas ce serait ça la solution, c'est de retarder le changement des quotas gratuits, parce que sinon on va au-devant de la catastrophe. Donc une très bonne idée, d'ailleurs poussée par les Français. Entre parenthèses, madame, je me permets de vous faire une remarque là-dessus. Je pense que c'est un problème des Français à Bruxelles, c'est qu'ils veulent être européens, alors que tous les autres, ils dépendent de leur pays. Il faudrait qu'on dépende un peu plus de notre pays. Et là, pour revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, mais excusez-moi, c'est une parenthèse. On est trop idéaliste en France. On ne défend pas assez nos intérêts. Je pense que le MACF, comme ça a été poussé par les Français, en plus les Français aujourd'hui disent il faut le garder. Mais je pense que la taxe carbone, alors il faudrait changer le système complètement, avoir un système qui ne soit pas compatible avec l'OMC éventuellement, mais ça ne me paraît pas très grave parce que de toute façon les autres vont nous dire et revoir le système pour avoir un vrai mécanisme de protection. Et de toute façon, je pense que pour prendre le sujet, peut-on courir 2 lièvres à la fois ? On ne pourra pas aujourd'hui avoir la décarbonation et la compétitivité sans des protections massives à nos frontières. Monsieur Châtel. Non, je souscris à 100% à ce que vient de dire Pierre-André. Dans l'exemple de l'automobile, si vous voulez, le MACF aurait un rôle pervers mais épouvantable. C'est-à-dire que si on intègre la production d'automobiles, on n'intègre pas les pièces détachées, mais vous avez un effet inverse. C'est-à-dire qu'on va avoir une délocalisation et les sous-traitants, les équipementiers vont avoir envie d'investir en Chine, dans les pays à bas coût, pour contourner le MACF. Donc le problème de ces réglementations, c'est que le diable se cache toujours dans les détails. On a le même sujet aujourd'hui sur les taxations aux frontières. C'est-à-dire on taxe les automobiles chinoises, mais on ne taxe pas les pièces. Donc ça veut dire que
Qu'est-ce que vont faire les Chinois? Enfin, c'est très facile de contourner en sourçant davantage dans les pays low cost. Là où, au contraire, l'Europe devrait aujourd'hui travailler sur des clauses de sourcing européennes. Ce que font les Américains, ce que font les Chinois. Donc je pense que ce type de réglementation a des effets pervers. Donc tu as raison, sur le papier, moi j'ai toujours défendu sur le principe le MACF, mais quand on rentre dans les détails, il y a des effets pervers épouvantables qui peuvent être accélérateur de délocalisation et donc de désindustrialisation. Madame Laluc, on parle de la concurrence chinoise subventionnée d'un côté. Vous avez mentionné tout à l'heure l'Inflation Reduction Act américain de l'autre. Comment est-ce que l'UE peut se positionner et que doit-elle faire? Est-ce qu'elle doit prendre exemple d'ailleurs sur l'un ou l'autre? Sur l'Inflation Reduction Act, définitivement. Mais c'est là où je vais répondre quand même à la petite attaque qui m'est faite. Désolée. Je veux dire, moi, je dis d'où je parle. Je suis fédéraliste. Je suis profondément fédéraliste. Et en fait, il y a un moment où on arrive à un niveau de contradiction assez important. C'est-à-dire qu'à la fois, on a envie de développer l'Union européenne, mais en même temps, on est d'accord avec l'Union européenne quand elle ressemble à la France. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais l'Union européenne ne peut pas être une grande France. Il faut l'accepter. Donc soit on se dit que l'Union européenne, non, c'est un projet qui ne nous intéresse pas, soit on se dit que c'est un projet qui nous intéresse, et dans ce cas-là, moi j'ai besoin de créer toute la journée des majorités, quelque chose qui est apparemment difficile à créer en France, des majorités toute la journée, et dans ces majorités, je n'ai pas que des Français. Ça veut dire que je suis aussi obligée soit de faire de rapport de force, soit de convaincre des pays du Nord, des pays du Sud, des pays de l'Est, des pays qui n'ont pas la même histoire que nous et qui n'ont pas forcément les mêmes pratiques. Et des fois, je vais être d'accord avec la France, par exemple sur les questions de la politique industrielle, et des fois, je ne vais pas être d'accord avec la France parce que j'estime qu'elle ne fait pas avancer l'Union européenne. Je pense que sur les questions industrielles, la France fait avancer l'Union européenne. Et là, je vais parfaitement défendre une partie de ses positions. Mais je vais vous dire aussi, je vois aussi ce qui se passe au Conseil, parce que vous savez qu'au niveau européen, on est 3. Il y a le Parlement européen, il y a la Commission et il y a le Conseil. Le Conseil est en fait 27 États membres. Moi, je vois à l'intérieur un pays qui peut être extrêmement actif quand il s'agit de défendre une partie de son industrie. Et la France est extrêmement performante quand il s'agit de défendre ses banques. Et j'aimerais que la France soit extrêmement performante pour défendre ses autres industries que les banques. Pour le dire très clairement. Parce que ça, je vais vous assurer, pour créer des majorités et me vider de leur substance un certain nombre de directives et de réglementations bancaires, elle sait parfaitement faire. Et bien, j'aimerais la voir faire la même chose de manière constructive sur la question de la politique industrielle. Oui, moi, ça me rend malade, en fait, quand je vois ça. Ça me rend malade. Parce que je me dis... voilà, vous êtes au moins d'accord sur un point avec M. Tchern. On est d'accord sur plusieurs points, en fait. Mais après, juste, il y a un moment où il faut, malheureusement, des fois, on ne peut pas tout défendre. Après, on va se parler aussi de questions de stratégie. Oui, l'Allemagne a une stratégie qui était, à mon avis, beaucoup plus intelligente que celle de la France. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de postes qu'elle a pris. Et la France ne l'a pas fait pendant un moment, parce que la France a mis de côté un peu la question européenne. Elle n'a pas assez investi. On est en train de changer à ce niveau-là. C'est-à-dire que je vois qu'il y a un certain nombre de postes clés importants. Par clé, je n'entends pas des trucs pompeux avec un chauffeur. J'entends des vrais postes clés, des vrais postes de pouvoir, qui ne se voient pas forcément, que la France est en train de prendre. Et quand c'est sur je pense que c'est intéressant, etc., je fais tout mon possible. Ça, c'est évident. Voilà. Mais c'était juste pour rappeler un petit peu ça. Et du côté de la politique industrielle, moi, je suis pour qu'on fasse une Inflation Reduction Act. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut qu'on sorte de notre naïveté. Moi, ce qui m'a profondément déprimée au moment où les Américains ont fait l'IRA, c'est que, le continent du Green Deal est en train de reprocher aux États-Unis de faire leur révolution verte. Je trouvais ça un peu fort de café, sincèrement, et un peu décrédibilisant. Et ensuite, tout d'un coup, on redécouvrait que les Américains étaient protectionnistes. Et non, mais franchement, franchement, on était en train de redécouvrir. Ah oui, les Américains défendent leur économie de manière assez agressive et les défendent par tous les moyens qu'ils le font quand ils le veulent. Oui. Et en fait, on devrait vraiment, vraiment faire la même chose, parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne, en cas de choc extérieur, est dans une situation difficile, potentiellement.
Voilà. Donc il faut vraiment qu'on arrive à changer de logiciel. Et même si on a des désaccords sur la taxonomie, je pense qu'on a des désaccords sur beaucoup de choses pour pouvoir réussir à pousser ce genre de pensée au niveau européen. Et on va en avoir besoin. Hein, parce que franchement, c'est pas fait, hein, la politique industrielle, comme vous le savez, au niveau européen. Donc on a vraiment, vraiment besoin de toutes les énergies pour pouvoir le faire. Monsieur Tchalandar, quand vous entendez Madame Lalucq qui pousse pour une politique industrielle, quand vous voyez le rapport Draghi il y a quelques mois ou les déclarations de Monsieur Séjourné il y a quelques jours qui promet un choc de simplification réglementaire pour restaurer la compétitivité dans le cadre d'un pacte pour une industrie propre, vous vous dites que quand même il y a des choses qui vont bouger? Alors, deux choses. D'abord, le NZIA, moi je l'ai lu, c'était un peu la réponse à l'aéré. Bon. La seule truc, mais vous l'avez dit un peu, mais je suis d'accord avec vous, c'est qu'on a dit dans ce cadre-là qu'il fallait simplifier. Mais quand on regarde dans les détails, où se cache le diable, les critères qui étaient nécessaires pour avoir droit à la simplification étaient encore plus compliqués que ce qu'on avait avant. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que on n'a pas dépensé, je ne sais pas exactement où on en est, mais on a dépensé quoi, 10-20% de l'argent qu'on a mis dans le NZIA. Donc l'ARE, en fait, en termes d'argent, on l'a fait. Mais on l'a... Pardon? Il n'y en avait pas beaucoup. Bon. Enfin, la somme annoncée était assez importante. Bon. Mais globalement, on ne le dépense pas, l'argent. Donc ça, c'est quand même, je pense, un premier sujet. Après, moi, je trouve que le rapport Draghi, il fait un constat qui est malheureusement très triste, mais qui est très vrai. Hein. Et d'ailleurs, sur ce que vous dites sur la politique européenne dans le domaine de l'énergie et l'électricité, Mario Draghi reprend pas mal des sujets que vous avez indiqués. Hein, et notamment sur la manière dont on a refait plus récemment le market design, la corrélation entre les prix du gaz et de l'électricité. Il y a des choses qui à mon avis, sont très très fortes. Donc je pense que les recommandations, elles sont là. Après, est-ce que la Commission et le Conseil européen et le Parlement européen vont mettre en œuvre le rapport Draghi? Je suis un peu inquiet. Voilà, je suis un peu inquiet. On va voir ce que va être le Clean Industrial Deal. Mais moi, les contacts que j'ai eus avec un certain nombre ou les déclarations que j'ai entendues d'un certain nombre de commissaires me rendent pas très, très optimiste. D'abord, on met du temps, on est toujours très, très lent. Et puis, malheureusement, vous avez été un peu dans ce sens-là. Notre capacité à simplifier et à prendre des décisions qui aillent dans le bon sens. En gros, le problème en Europe, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. Voilà. Bon, sur ces mots pas très optimistes, je vais passer la parole à la salle, mais je crois que M. Gallois, vous vouliez rajouter quelque chose. Oui, je voudrais dire un mot sur un sujet qui est clé, en fait. Ça va être le coût de production de l'énergie. Le prix de l'énergie, lui, le prix de l'électricité, il y a le marché européen qui fixe ce prix. Je pense que le mécanisme qui conduit ce marché européen à fonctionner sur la base du coût marginal inventé par M. Boiteux ne marche pas, parce que nous avons des mix énergétiques très très différents des mix de production d'électricité très différents dans différents pays. Ça fait qu'à court terme, le prix de l'électricité dépend largement en Europe du prix du gaz, pour des raisons tout à fait compréhensibles lorsqu'on réfléchit en termes de coût marginal, ce qui est relativement aberrant. 2 pays ont réussi à s'en exonérer, c'est l'Espagne et le Portugal, parce qu'ils sont en périphérie et qu'ils n'ont pas beaucoup d'interconnexion avec les autres pays d'Europe. C'est un argument que j'accepte à moitié, parce qu'on était capable, avant la création du marché de l'électricité, d'échanger l'électricité en Europe. Les interconnexions fonctionnaient. D'ailleurs, elles n'ont pas, la capacité de ces interconnexions n'a pas augmenté depuis de manière significative au cours des dernières années. Je rappelle qu'il y avait en Suisse une chambre de compensation du prix de l'électricité et que lorsque la France vendait de l'électricité à l'Allemagne, il y avait un prix qui se faisait et ça fonctionnait. Et on a créé une machine qui s'appelle le marché de l'électricité,
C'est à la limite d'ailleurs des compétences de l'Union européenne. Et cette machine, elle ne fonctionne pas bien. Ça, c'est un premier élément. Il y a un deuxième élément qui concerne la France, c'est le prix, c'est la fiscalité. C'est un élément du prix de l'électricité également important. Il y a un troisième élément, c'est le réseau. Alors c'est un élément extrêmement lourd et complètement minoré. En gros, il va falloir investir une centaine de milliards d'euros pour connecter les énergies renouvelables au réseau. Ceci, on n'en parle jamais quand on parle du coût des énergies renouvelables. Mais c'est un élément absolument décisif. J'ajoute que ce coût des énergies renouvelables est également accru par l'intermittence qui oblige le nucléaire, dont ce n'est pas le rôle, à faire de l'ajustement sans arrêt à la hausse et à la baisse. Ce qui fait que lorsqu'on le fait à la baisse, contrairement à ce qu'on dit, ça ne détériore pas, semble-t-il, véritablement les installations nucléaires, mais ça veut dire que la capacité d'amortissement des installations nucléaires par la vente d'électricité diminue, puisque on demande au nucléaire de baisser. Ça, ce sont les éléments, je dirais, actuels. Mais il y a un élément qui va être décisif pour ce que nous disons, c'est le prix du futur nucléaire. Alors, Madame Kaito, je veux dire, on peut dire juste un mot, parce que ça m'a frappé. Vous dites que l'Europe a démantelé, a participé au démantèlement d'EDF. C'est exact. Mais il ne faut pas exonérer la France de la politique énergétique des 20 dernières années. Si on n'a pas lancé le programme nucléaire, c'est pas... hein, bon, je pense qu'il y a une très très lourde responsabilité de la France dans cette affaire. Il y a une responsabilité de l'Allemagne sur le gaz, ça c'est clair. Ils nous ont embarqués dans une impasse. Mais il y a une responsabilité, il faut aussi regarder chez soi, responsabilité sur la manière dont la politique nucléaire et la politique de production d'électricité a été menée. Alors maintenant, je m'intéresse au coût du futur nucléaire. Est-ce que ce coût va être comparable au coût de l'ancien nucléaire? Il y a un certain nombre d'éléments qui nous posent question. Ce n'est pas tellement Flamanville qui me pose question, parce que Flamanville, c'est un prototype. C'est un prototype, il n'a pas d'ailleurs été admirablement bien géré. Il y a un rapport de Jean-Martin Fols qui le montre, qu'on aurait pu mieux le gérer. Et puis aussi, on a beaucoup appris. Et puis en plus, l'enfant était mal né, c'était un enfant de Siemens Framatome, et Siemens s'est retiré au milieu du gué en nous laissant les contraintes de sûreté allemandes, puisque le réacteur répond aux contraintes de sûreté françaises et allemandes, qui ne sont pas exactement les mêmes sur un certain nombre de points, mais qui entraînent des surcoûts. Alors, de quoi va dépendre l'avenir, le coût du futur nucléaire? Il va dépendre d'abord de la manière dont on va bénéficier de l'effet de série. C'est pour ça que je pense personnellement, je n'engage personne, qu'il ne faut pas parler de 6 réacteurs, mais il faut parler de 14 réacteurs. 6 plus 8, au moins, pour avoir un effet de série. Qu'est-ce qui a été la force du nucléaire français lorsqu'il a été lancé? C'est l'effet de série. Je rappelle qu'en 1981, j'étais déjà né, on a mis en service 6 tranches. 6 tranches de 900 mégawatts la même année. On imagine, actuellement on nous dit une tranche tous les 3 ans maximum. On a mis 6 tranches, 900 mégawatts. Donc il bénéficie à fond de l'effet de série. Ce qui veut dire que EDF et toute l'industrie nucléaire doit se gréer pour mener ces constructions, ce développement du programme nucléaire avec l'effet de série. Et moi, j'ai une expérience dans les programmes d'avion. C'est très différent, mais enfin, en termes de coûts, ça se ressemble.
plus le temps de construction est court, moins ça coûte. C'est essentiel, ça. Raccourcir le temps de construction. Bon. Ça, c'est un premier élément. Donc la maîtrise industrielle, ça, toutes les entreprises sont en France. Donc on peut mobiliser l'essentiel de l'appareil de l'appareil industriel nécessaire parce qu'il est, comme vous le citiez, sur l'industrie automobile classique, c'est-à-dire thermique, c'était le cas en France. Bon, là aussi, en plus, on a quand même, sur le plan de la recherche, on est un des 2 ou 3 pays dans le monde qui a la recherche nucléaire la plus avancée. Je pense que c'est important. Le second, il y a un autre élément dont personne ne parle. C'est les relations entre l'autorité de sûreté nucléaire et EDF. Nous avons une formidable autorité de sûreté nucléaire. Je n'entre pas, Mme Kaito, dans le débat de la fusion avec l'IRSN pour ne pas vous fâcher. Mais bon. Donc, on a une formidable autorité de sûreté nucléaire et moi, je pense que c'est elle qui crédibilise le nucléaire auprès du public. Le fait que nous ayons une autorité de sûreté nucléaire indépendante sur d'elle. Mais il faut que le débat ait lieu, que le dialogue ait lieu avec EDF. Et on a quand même un trio CEA, EDF, ASN qui ne parlent peut-être pas tout à fait le même langage. Et ça, je pense que c'est un handicap pour notre programme nucléaire. Et je crois qu'il faut que ces acteurs se rapprochent et intensifient leur dialogue avec la volonté de trouver des solutions. Parce que, sans remettre en cause la sûreté et le niveau de sûreté, il faut qu'on aille vers les solutions les plus économiques. Sinon, nous aurons une énergie nucléaire qui sera trop chère. Et actuellement, ce débat est véritablement d'actualité. Il va falloir... Le dernier élément, c'est le financement du programme. Les taux d'intérêt sur un programme comme une centrale nucléaire, c'est 30 à 40% du coût total. Et donc, la question décisive va être celle du coût d'intérêt, des taux d'intérêt payés par EDF pour la construction des centrales. Et là, je pense que l'État ne pourra pas ne pas intervenir. Merci, Monsieur Gallois, d'avoir complété sur cette question du prix de l'électricité et de l'énergie. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions. Oui, Jean-Paul Aghetti, président d'Excelsium. Je voulais apporter une réponse à une question au président Schellenberg. Pardon. Excelsium, c'est un consortium de consommateurs électro-intensifs qui a été initié en 2005 par Hervé Guémard, à l'époque ministre de l'économie et des finances, qui a la particularité d'avoir des consommateurs électro-intensifs, d'avoir versé une avance en tête significative à EDF, 1,74 milliards, et de bénéficier pendant 24 ans d'un prix proportionnel lié au coût du nucléaire. Donc c'est une formule relativement innovante en Europe. Et il se trouve qu'il y a eu une phase 2 qui n'a pas été financée à cause de la crise financière en 2010. Et j'ai repris les discussions avec EDF il y a plus de 2 ans maintenant. J'ai pu obtenir le momentum pour les actionnaires clients, les banques pour financer, la DG Comp, avec des discussions qui ont démarré il y a 3 ans. On est arrivé à aligner la DG Comp. Mais malheureusement, depuis 8 mois, je discute avec EDF et ça n'avance pas. Et ayant un passé péchiné et ayant géré un contrat nucléaire péchiné qui a été initié par M. Louis Gallois, le problème fondamental aujourd'hui, c'est que je n'ai pas de Louis Gallois au sein du gouvernement. Parce que je suppose, M. Gallois, que vos discussions avec, à l'époque, Marcel Boiteux n'ont pas dû être très faciles. Mais en fait, vous avez pu œuvrer pour ce contrat nucléaire et je puis vous dire qu'il a fonctionné jusqu'en 2022 parce qu'il alimentait jusqu'en 2022 le laboratoire de recherche et de fabrication de Rio Tinto à Saint-Jean-de-Maurienne. Et donc, je ne puis que saluer votre clairvoyance, initiative et efficacité sur ce sujet. Voilà.
Oui, bonjour, merci. Pierre Jallet, consultant en intelligence économique dans l'hydrogène. Moi, j'aimerais revenir sur une des causes du problème. Alors, les raisons de la désindustrialisation sont multiples, il y a un certain nombre de phénomènes. Mais néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas un problème français qui remonte au début des années 80 ? C'est-à-dire qu'il y a eu une opposition au début des années 80 entre plutôt une Europe de l'industrie et une Europe de la concurrence. Si on devait simplifier, c'est-à-dire une opposition, si on mettait sur un plan politique entre Chevènement et une partie des gaullistes face à Delors et une autre partie des forces politiques. Et c'est l'Europe de la concurrence qui l'a emporté. 30 ou 40 ans après, on se rend compte d'où on est. Sauf que on dit il faut changer, sauf que les structures profondes qui ont mené à cette situation sont toujours là. Et on ne change pas. Et je pense qu'il y a beaucoup d'industriels. On dit souvent il faudrait que l'Europe fasse, mais l'Europe ne fait pas. Et même en 2024, face à l'IRA il y a 1 an et demi, ou face aux politiques offensives chinoises, nous on est là, on tente des politiques. Si on continue comme ça, on risque d'aller à l'abattoir face à des Chinois ou à des Américains qui eux agissent tous les jours. Parce que si on croire qu'on pourra peut-être progressivement mettre ça en place, mais l'industrie c'est quelque chose de... Si vous détruisez des usines, vous pouvez faire un comité dans 2 ans, les usines sont détruites et c'est fini. Donc, est-ce qu'on vit pas, les dirigeants européens vivent pas quand même, tout en ayant conscience des problèmes, certains dirigeants européens vivent pas dans une espèce d'irréalité il faudrait, mais on verra plus tard. Oui, c'est tout ce que vous dites, c'est le constat du rapport Draghi. Donc, il y a plein de recommandations. Donc, il faudrait qu'on s'en saisisse sérieusement, mais je suis pas en désaccord avec ce que vous avez dit. Mais je pense que nous manquons de gaullistes. Pardon, excusez-moi. Je pense que nous manquons de gaullistes, en fait, notamment à droite. Je dis les choses clairement. On va se parler clairement. On a des vagues idéologiques. Et il y a eu une vague idéologique qui nous disait l'industrie, c'est naze, et les services, c'est super bien. Voilà, c'était ça. Moi, je suis née en 79. J'ai vu la désindustrialisation. Toute ma famille travaille dans l'automobile ou les médicaments quasiment. J'ai vu la mise sous pression des sous-traitants. J'ai vu la désindustrialisation. Et la désindustrialisation, c'est un drame. Ce sont des territoires qui sont rayés de la carte, comme vous avez dit. C'est un drame. C'est un drame économique, c'est un drame social, c'est un drame démocratique, à mon sens. C'est un drame pour l'ensemble de la société. Et il y a eu cette espèce de vague idéologique où c'était la mondialisation heureuse, c'était la fin de l'histoire, c'était les services, c'était le capitalisme hyper-financier, etc., etc. Voilà, on est quand même à un moment tombé là-dessus. Et puis... moi, j'aime bien que les médecins fassent de la médecine et j'aime bien que les gens qui s'y connaissent dans l'industrie fassent de l'industrie. Et il y a un moment aussi, on n'avait plus forcément ça au pouvoir. Voilà, disons les choses à un moment aussi clairement. Et c'est ce que nous avons aussi au niveau européen, parce que l'Union européenne a été approfondie et s'est développée dans un moment idéologique relativement spécifique qui est celui-ci. Ça bouge assez peu parce que pour pouvoir bouger au niveau européen, il faut mettre plusieurs personnes d'accord, dont le Parlement, la Commission, qui en fait, contrairement à ce qu'on croit, sont finalement les plus allants, c'est-à-dire que c'est eux qui vont pousser pour le plus de politiques qui permettent de donner à l'Union européenne du pouvoir, mais on a quand même quelque chose qui s'appelle le Conseil, et je vous assure que mettre 27 États membres d'accord, c'est très compliqué, et il y en a toujours un qui, à la fin des fins, n'est pas d'accord. Mais oui aussi, je suis entièrement d'accord avec vous, il y a la question de la concurrence, qui a été complètement folle au niveau européen. Enfin, moi, je voyais bien, au dernier mandat, quand je parlais avec Vestager, on ne se comprenait pas. Hein. C'était impressionnant, hein. On ne se comprenait pas. C'est quelqu'un quand même qui était capable de me dire aucun pays ne s'est jamais développé avec des subventions. En fait, à un moment, si, quand on veut faire de la politique industrielle, faut être en capacité de débloquer de l'argent si jamais il y a besoin d'argent. Donc on est aussi dans des moments idéologiques. Le problème, c'est que la construction européenne s'est faite dans ce moment-là. Et aussi, le problème, c'est que l'Union européenne, c'est ce qu'on en fait. Elle est plus ou moins tâtée d'extrême droite aujourd'hui. Et on ne peut pas dire que l'extrême droite soit très aidante sur ce genre de sujet, contrairement à ce qu'elle peut dire. Donc il y a des vagues idéologiques et ça dépend aussi des outils dont on la dote. Et pour l'instant, l'Union européenne
même si des fois elle voudrait faire de la politique industrielle, je ne sais pas si elle pourrait totalement, parce qu'elle n'est pas dotée d'assez d'outils. Donc il y a un moment où il faut aussi que tous on arrive à sortir, je ne dis pas que je n'en ai pas, de nos contradictions pour pouvoir avancer. Oui, non, et effectivement, je pense qu'à un moment donné, on a souffert d'une idéologie qu'on serait rentré dans une société post-industrielle. C'était porté par Alain Touraine, entre autres. Hein. Mais enfin, quand même, la France a été particulièrement marquée par ça, beaucoup plus que l'Allemagne. L'Allemagne, elle a protégé son industrie. Donc c'est quand même nous, particulièrement, qui avons été marqués par ça. Et pour en revenir, je ne voulais pas du tout mettre en cause votre travail au niveau européen, mais ce que je voulais dire, c'est que par contre, un pays comme l'Allemagne protège à beaucoup... Alors là, ils ont aussi des problèmes industriels, je ne m'en réjouis pas, hein, ce n'est pas une bonne chose pour personne. Mais ils ont quand même beaucoup protégé leur industrie, et en particulier en essayant d'enlever l'avantage compétitif qu'avait la France avec son électricité décarbonée. Et entre autres, j'aimerais bien savoir aujourd'hui où en est la directive européenne qui nous imposerait d'ouvrir à la concurrence nos concessions hydrauliques. Parce que ça serait aussi une vraie catastrophe d'ouvrir des concessions hydrauliques à la concurrence, hein, surtout avec toutes les énergies intermittentes qui vont arriver. Et comme on sait, comme le stockage est précieux dans ces conditions-là. Donc voilà, donc je pense qu'effectivement, moi je ne suis pas fédéraliste. Je suis pour que la nation, elle garde son pouvoir d'agir, en particulier sur ses politiques énergétiques et industrielles. Par contre, je pense qu'il faut que l'Europe, c'est, j'allais dire, l'échelon nécessaire dans la mondialisation pour avoir des politiques, justement, pour pouvoir avoir des politiques industrielles, des politiques sur lesquelles on se met d'accord. D'autant plus que je dis quand même qu'au niveau Europe, il y a des délocalisations qui se font sur le sol européen, en particulier dans le secteur automobile. Les sous-traitants, qui sont souvent malmenés par les grands groupes, la SAM, par exemple, qui a fermé dans l'Aveyron, c'est dramatique pour la région, ils faisaient des supports d'essuie-glace. Je suis désolée, que ce soit un véhicule thermique ou électrique, on aura toujours besoin d'essuie-glace. Ils ne sont pas allés bien loin, ils sont allés en Roumanie. Michelin, ils vont en Pologne. Donc il y a déjà des choses à faire au niveau européen pour qu'on ne se fasse pas du dumping social entre nous. Donc déjà, si on arrive à harmoniser par le haut les normes sociales et environnementales en Europe, ça serait pas mal. Et après, bien entendu, oui, tous les mécanismes qu'il faut mettre en place. Parce que quand même, vous disiez tout à l'heure, toutes les grandes entreprises, elles sont mondiales. Plus ou moins. La France est un des pays où les grands groupes se sont le plus extravertis. On a quand même 62% des salariés des grands groupes qui sont à l'étranger. Ce n'est pas le cas de l'Allemagne, ce n'est pas le cas de l'Italie, ce n'est pas le cas d'autres pays. On investit beaucoup plus aux États-Unis qu'on investit en France. Ce n'est pas le cas des autres pays. Donc il y a quand même des différences qui se font entre les pays et au niveau de l'Europe. Alors on va prendre une autre question de la salle. Monsieur. Bonsoir. Pour vous interroger, pour savoir si vous avez bien en tête que parmi les enjeux que vous avez signalés, le fait qu'actuellement les produits carbonés sont moins chers que les produits moins carbonés. Du coup, la demande est très orientée vers les produits plus carbonés, qui sont beaucoup des produits importés, en fait. Et que clairement, ça crée un enjeu fondamental, c'est que, bien évidemment, ça pénalise notre production et ça dope les importations. Par ailleurs, l'enjeu aussi, c'est que les investissements de décarbonation de nos entreprises ne sont pas rentabilisés puisque la demande n'est pas orientée vers les produits moins carbonés et que du coup, ce ne sont pas des investissements rentables et du coup, on doit mobiliser beaucoup de subventions. Et ça aussi, c'est un enjeu, bien évidemment, puisque, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais la France en particulier est un des pays qui mobilise le plus de subventions aux entreprises. Alors, c'est parce qu'en parallèle, c'est aussi le pays qui taxe le plus les entreprises. Mais clairement, si on devait encore plus augmenter nos subventions, eh ben, il faudrait encore plus augmenter les prélèvements obligatoires. Monsieur Châtel, je pense que c'est pour vous. Non, je crois l'illustration de ce que vous dites, monsieur, c'est le prix d'une voiture électrique. Une voiture électrique, c'est 50% plus cher, on va dire, qu'une voiture thermique. Et donc, on est en train de s'apercevoir qu'il y a un problème d'élasticité. Qu'est-ce qui a fait le succès de l'automobile? C'est que ça a toujours été un produit populaire, accessible. Voilà, la 4L, la 2 chevaux, c'était des produits accessibles. Quand vous n'avez pas une voiture neuve à moins de 30 000 euros, ça pose un problème. Et le modèle économique qui est né de ce passage
extrêmement rapide et violent à l'électrique fait que, au départ, il y a encore 2 ans, mettons, on était plutôt dans ces prix-là. Alors, les aides que vous citez servent à compenser provisoirement l'écart de prix de revient entre une voiture thermique et une voiture électrique, mais il va falloir que le modèle économique s'ajuste progressivement. Aujourd'hui, on commence à trouver des voitures électriques autour de 20 000 euros, des Citroën à moins de 18 000 euros, une Renault à 25 000. Bon. Donc on va y arriver. Mais ce que vous dites est très juste, et à tel point qu'il y a des effets pervers dans toute cette accélération. Aujourd'hui, finalement, si vous voulez vraiment décarboner, il vaut mieux acheter des petites voitures électriques chinoises qui vont vous permettre de passer à l'électrique plus rapidement. Or, qu'est-ce que vous faites? Vous importez des voitures, donc des quotas carbone de Chine. Donc vous avez des effets pervers, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui sont absolument considérables. Regardez cette histoire d'amende à cause de la réglementation café. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais vous savez, il y a la réglementation européenne 2035, le ban 2035 qu'on a évoqué tout à l'heure, l'interdiction des moteurs thermiques. Et puis il y en a une deuxième qui se superpose, c'est sur les émissions de CO2 au kilomètre. Et donc vous avez une réglementation avec des jalons. Il y en avait un en 2021, et là il y en a un l'année prochaine, en 2025, où les voitures neuves doivent émettre 15% de CO2 de moins en moyenne en Europe au kilomètre par rapport à 2021. Eh bien, qu'est-ce que sont en train de faire les constructeurs? D'abord, les simulations qu'on fait aujourd'hui par rapport à la part de marché des véhicules électriques en Europe laissent penser que les constructeurs vont devoir payer de l'ordre de 15 milliards d'euros de pénalités au moment où ils seront engagés dans ce virage vers l'électrique. Ils ont besoin d'investissements massifs. On va leur ponctionner, l'Union européenne va leur ponctionner 15 milliards d'euros. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que pour essayer de passer entre les mailles du filet et ne pas avoir à payer ces amendes, qu'est-ce que font les constructeurs? Eh bien, ils achètent des quotas carbone aux Américains ou aux Chinois, par exemple. Donc, une telle réglementation aboutit à l'effet inverse, c'est qu'on va aller subventionner nos principaux concurrents, qui sont les constructeurs chinois. On va prendre une ou deux questions encore dans la salle. Alors là-bas. Oui, François Lacombe, moi je suis responsable du pôle mine et métallurgie au MEDEF International. Alors avec tout le respect que je vous dois, j'ai juste une question. Pourquoi ne pas avoir rajouté le qualificatif lourde dans le mot industrie de votre événement? Puisque c'est une opinion personnelle que je porte, mais je pense que même au sein même de l'industrie, le problème, c'est l'hypocrisie généralisée qu'il y a entre, on va dire, les industries dites de spécialité aux marges assez élevées et l'industrie lourde au volume plus élevé mais aux marges beaucoup plus faibles, qui sont les premières en fait à souffrir et à se délocaliser. Et en fait, les deux volets que vous avez évoqués aujourd'hui, à savoir la décarbonation et la compétitivité, sont intrinsèquement liés en fait à cette question. Au niveau de la décarbonation, pour reprendre le secteur de l'automobile, l'essentiel des émissions CO2 de l'industrie automobile, ça va être du scope 3, ça va être de l'approvisionnement en matières premières. Et au niveau de la compétitivité, je pense aussi que l'industrie automobile, les crises multiples qu'elle connaît aujourd'hui, c'est davantage lié à une perte de contrôle sur la partie amont de la chaîne, notamment avec la chimie des batteries. Et pour revenir à cette industrie lourde, vous avez évoqué l'industrie de l'acier, qui connaît de graves difficultés en ce moment. Mais on pourrait aussi évoquer, par exemple, le cas d'ExxonMobil, qui veut arrêter son vapocracker en Normandie, ou de Vancorex, qui veut arrêter de fabriquer des isocyanates près de Grenoble et qui, du coup, menace indirectement un site d'Arkema pour le chlore. Donc des industries en soi assez simples, mais qui, finalement, on s'en rend compte un peu tardivement, sont assez stratégiques, même pour les industries de spécialité ou aux marges plus élevées comme l'automobile qu'on défend aujourd'hui. Je n'ai pas bien compris votre question, parce que vous semblez dire à la fin le contraire de ce que vous avez dit au début, mais pour le moment, je n'ai pas bien compris. Je ne pense pas que ce soit aussi simple que ça, l'industrie lourde et l'industrie... Si vous voulez, Saint-Gobain, on est dans l'industrie lourde, pour les raisons que j'ai indiquées, puisque nos produits ne voyagent pas. Le problème de compétitivité et de décarbonation ne se pose pas du tout dans les mêmes termes que pour l'acier. Bon. Après, c'est vrai que le sujet aujourd'hui, il est particulièrement grave pour les secteurs qui consomment beaucoup d'énergie et qui
ont des produits qui voyagent. Hein. C'est pour ça que j'exclus les produits type Saint-Gobain. Donc, en gros, et c'est pour ça que dans cette deuxième attaque contre l'industrie, l'Allemagne est aujourd'hui beaucoup plus concernée parce qu'elle avait une partie de ses industries en France avait déjà disparu. Et donc, le sujet, on le voit bien, c'est l'acier et la chimie. Bon. Après, mais je vais laisser Luc Châtel le dire, l'acier, ça tombe en plus fine. Hein, donc, si on a et donc ce qui se passe dans l'industrie automobile, c'est pas de l'industrie forcément ce qu'on appelle l'industrie lourde. Hein. Donc, je pense qu'il faut faire très attention. C'est toute l'industrie qui, à mon avis, est concernée aujourd'hui. Luc Châtel, vous voulez compléter? Je partage. Effectivement, on a tendance à parler de l'automobile comme d'une industrie lourde. Aujourd'hui, on est en train de passer d'une industrie du hardware au software. Une automobile, faut imaginer que les voitures qui sont en vente aujourd'hui, c'est 200 millions de lignes de code. Pour certains, c'est plus que dans un Airbus à 320. Donc vous avez aujourd'hui la technologie et c'est l'avenir de l'automobile. Et c'est d'ailleurs un sujet parce que ça met l'automobile mondiale dans les mains de ceux qui savent faire ces softwares, ce qui est une concurrence nouvelle aussi. Donc oui, mais je ne ferai pas le distinguo entre cela. Non, je voudrais juste dire un mot. Dans l'intitulé finalement de votre table ronde, c'est vrai que c'est compliqué de courir de lièvre à la froid parce que les investissements dans la décarbonation sont tels qu'on a un sujet compétitivité. Mais inversement, je dirais, on a énormément besoin de compétitivité dans l'industrie pour pouvoir réaliser ces investissements. Moi, je retournerai le sujet. C'est-à-dire que... et ne croyons pas que ce sujet est résolu, si vous voulez. Moi, je regarde les investissements dans mon secteur. Je vois que quand vous regardez les différentiels... On a beaucoup parlé d'énergie ce soir. Mais un constructeur automobile, il paye aujourd'hui son énergie 50% plus cher en Europe qu'il ne la paye aux États-Unis ou en Chine. Voilà. Au moins 50% plus cher. Dans une voiture, en moyenne, le coût de l'énergie, c'était 2 à 3% du prix de revient. Avec une voiture électrique et la batterie, on va passer à 9 à 10% du prix de revient. Donc quand vous avez 50% d'écart sur 10% du prix de revient, je peux vous dire que ça compte dans le choix de l'investissement. Et c'est qu'un critère. Deuxième critère, excusez-moi madame, mais le sujet du coût du travail, qui reste un sujet, même y compris intracommunautaire. En Espagne, les constructeurs... Pourquoi l'Espagne est devenue le deuxième producteur automobile en Europe? Parce que le coût de la main-d'œuvre est 40% inférieur à ce qu'il est, toutes choses étant égales par ailleurs, à ce qu'il est en France. Donc on a un énorme sujet. Si vous regardez ce que j'évoquais tout à l'heure, le différentiel d'aide intracommunautaire, où là vous avez un différentiel de compétitivité majeur qui nous défavorise en France, un peu en Allemagne, mais surtout en France. Si vous regardez les aides à l'investissement dans l'innovation, on a un dispositif absolument formidable qui est le crédit impôt recherche, qui chaque année passe sous le tamis des amendements parlementaires, chaque année risque d'être un peu raboté, mais qui est très important pour notre industrie. Parce que si on avait préservé jusqu'à présent des centres de décision d'innovation en France, c'est bien sûr le poids de l'histoire, parce que nos marques, Renault, Peugeot, Citroën, étaient des marques françaises. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Ça se délocalise. Vous avez des ingénieurs tout aussi performants en Inde, en Chine, aux États-Unis, et nos groupes sont des groupes mondiaux. Et donc, si vous n'avez plus un avantage concurrentiel sur ces dispositifs d'aide à l'innovation, immédiatement, vous avez une faille et vous perdez en compétitivité. Donc, je crois, mais ça, c'est un sujet récurrent de la fabrique, très important. Ne croyons pas que les sujets de compétitivité sont derrière nous. Et pour résoudre ce problème de la décarbonation, on va avoir besoin d'améliorer notre compétitivité. On a besoin d'être plus performant parce que je pense que c'est, à mes yeux, important de renverser le sujet. C'est une très jolie conclusion et je pense qu'on peut applaudir évidemment chaleureusement nos intervenants de ce soir. Très bonne soirée.